ce qu'on a maintenant devant nous, ce qui est vraiment central dans notre travail, c'est lui, c'est cet enfant. Et la question récurrente que posent les familles, les enfants eux-mêmes, et puis un peu tout le monde, c'est pourquoi lui, pourquoi ce cancer? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'on aurait pu faire de la prévention? Est-ce qu'on pourrait faire de la prévention? Et est-ce que mes autres enfants vont aussi développer un cancer? Donc on est dans un contexte où cette question est dominante en dehors de celle qui est posée au thérapeute, qui est est-ce qu'on va pouvoir le guérir, évidemment, ou au moins le soigner. Et alors, juste pour vous placer les choses, je vous ai souvent dit que c'est une maladie rare. Si on compte, là, cette fois, j'ai pris les enfants et adolescents de moins de 18 ans qui vivent en métropole uniquement, et juste une distribution régionale du nombre de cas par an. Et donc, quand je vous dis ces 2300 cas, vous voyez comment ils se distribuent dans des régions. C'est vraiment des faibles nombres de cas, et si on les imagine discrètement distribués, parce qu'ils se distribuent discrètement dans les différentes communes, on peut imaginer des nombres de cas extrêmement faibles, et à vrai dire, peut-être, oui, à peu près 226 des 36 000 communes françaises attendent au moins un cas par an. Ça donne une idée des fréquences, mais ça donne aussi une idée de comment, lorsque le cas arrive, et surtout s'il revient à 2 ou 3 fois, 2 ou 3 dans une petite commune, les mois et l'anxiété de la population peut être forte et amener à des pressions importantes. Je vous ai fait une distribution par âge aussi en scolarité, où on voit que la grande partie, parce que la médiane d'âge est entre 5 et 6 ans, donc vous voyez ici qu'à peu près 500 cas par an sont à l'âge de la crèche, 400 à l'âge de la maternelle, 480 à l'âge du primaire, 460 à l'école, au collège, pardon, et puis 450 au lycée. Là aussi, c'est une façon de se représenter que quand surviennent 2 ou 3 cas dans une école maternelle, ça semble juste improbable, et c'est évidemment une horreur et une anxiété énorme. Pourquoi je mets ça? Parce que c'est un élément de contexte qu'il faut avoir, et on peut imaginer le nombre d'associations qui se créent chaque année pour ces clusters, puisque ces petits nombres forcément sont très fluctuants. Et une des choses qu'on avait mis en place dans le cadre de la thèse de Stéphanie Goujon, c'est là, pardon, c'est vraiment d'essayer de simuler le nombre de cas qu'on peut attendre et les situations qu'on peut attendre, la probabilité qu'on a de trouver simplement sous l'hypothèse nulle la survenue de 2 ans ou 3 ans de suite, un excès de cas dans une commune qui attend un cas tous les 100 ans. Donc c'est des choses, des éléments de cadrage que la population attend, c'est des éléments de cadrage que les gens de santé publique attendent, et finalement ceux qui sont aux premières lignes de régler ces questions de survenue de cluster, c'est les ARS et les institutions les branches locales de Santé publique France. Et dans chacun de ces clusters, en fait, la question qui se pose, c'est évidemment d'arriver à avoir un traitement scientifique de la question, distinguer le signalement et voir de quelle population on parle. Donc ça, c'est un problème qui est récurrent et extrêmement complexe. Et quand même, si j'en parle, c'est parce que c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. Et la question qui est, est-ce qu'il y a un danger local pour la population et pour les camarades de classe? Et est-ce que, et ça c'est la question qui a sous-tendu pendant des années nos réflexions, est-ce que derrière ça, on va pouvoir mettre en évidence une exposition chimique, physique ou un virus qui pourrait être partagé par tous ces cas et qui pourrait expliquer tous ces clusters qu'on voit. Nous, on a de toute façon toujours au moins un par an en France, et ça mobilise énormément de personnes, et il y a beaucoup d'associations qui se créent autour de cette question. Et donc, si je fais le bilan de tout ça, donc nous, on apporte évidemment systématiquement une aide aux agences sanitaires pour ça, et discussion avec
avec les populations locales. Mais pourquoi je parle de ça, c'est que on voit qu'il y a vraiment, tu parlais, Archana, de lobby, mais il y a une énorme pression, une énorme attente des familles, des riverains quand on est local, des associations environnementales, de la science citoyenne qui vient se mettre au milieu, des agences sanitaires qui, de façon éventuellement concurrente, vont avoir des exploitations des situations. Et dans tout ça, notre rôle a toujours été d'essayer de faire passer de l'information qui permette de traiter, de pouvoir faire face à cette situation qui est anxiogène. Donc ça, c'est une petite partie de notre activité qui rentre en lien avec les responsables de santé publique et dans lequel notre rôle a toujours été de ramener vers la science et d'essayer de faire en sorte que le bruit se transforme en information et en réponse aux gens intéressés. Et il est arrivé que dans des évaluations de clusters de ce genre, dans des investigations, même si le cluster lui-même n'est pas confirmé, qu'on nous permette à cette occasion de mettre en place par saisine des études qui correspondent à notre programme de recherche. Donc il arrive parfois que ces situations soient utiles. Et pourquoi on répond à tout ça et comment on y répond? C'est parce qu'effectivement, on a mis en évidence il y a un peu plus de 20 ans la nécessité absolue de faire que la France dispose de chiffres fiables d'incidence et de survie, qu'elle soit capable de mesurer les tendances, qu'elle soit capable de mettre un effort majeur sur l'exhaustivité, la précision des diagnostics et les contrôles de qualité, chose qu'aujourd'hui, on ne peut pas trouver vraiment dans les entrepôts de données, même si on voit bien que les entrepôts de données et l'intelligence artificielle vont apporter une mine d'informations. Pour le moment, cette information précise sur les diagnostics, elle n'est pas disponible autrement. Et les quelques participations auxquelles on a pu, les quelques fois où on a pu participer à des décisions c'est bien sûr pour évaluer le droit à l'oubli et pouvoir montrer comment au bout de 10 ans, même au bout de 5 ans, le pronostic se détériore peu. Ensuite, d'évaluer si au cours de la pandémie, on avait des stades au diagnostic ou un problème de prise en charge, et puis évaluer l'importance de la population des survivants. Voilà, c'est le type d'information que le registre apporte aux décideurs. Mais notre pourquoi principal, et là où on est le plus, là où on apporte des informations, et c'est la spécificité de notre équipe, c'est dans l'identification des facteurs de risque, où là on est en amont de ce qui a été montré tout à l'heure, c'est-à-dire que comment on peut apporter des informations qui aujourd'hui manquent et contribuer à l'expertise. Alors j'ai pris quelques-unes des questions sur lesquelles on a particulièrement travaillé au cours de ces 10 ans. Ça concernait des maladies, les questions liées aux stimulations immunitaires et aux infections. Ça concernait des facteurs environnementaux. Ça concernait, là je l'écarte, en fait, je ne reviendrai pas dessus, sur le besoin de vraiment vérifier que la consommation maternelle de tabac n'était pas un facteur de risque pour les cancers des enfants. Et ça, vraiment, jusqu'à présent, on ne l'a jamais trouvé. Les études ne manquent pas. Et puis, s'intéresser aux risques qui sont liés, par exemple, au fait d'être né et d'avoir été conçu par aide médicale à la procréation. Et puis, bien entendu, des gros travaux sur les facteurs génétiques que je ne montrerai pas. Dans ce questionnement, il nous a apparu, on a contribué fortement à la création de 2 consortiums. Le premier, c'est un consortium international qui maintenant a plus de 15 ans et qu'on a mis en place pour essayer d'avoir effectivement plus d'échanges et d'effectifs. Et le deuxième, c'est un consortium national, mais par contre interdisciplinaire, qui a l'intérêt pour nous de nous montrer comment la vision des biologistes avec lesquels on travaille peut influencer notre réflexion sur nos cas. Et c'est vrai que on
on est vraiment très enrichi de cette discussion où on passe des différents omiques et des organoïdes à notre vision, à nous, populationnelle, et où les échanges sont permanents. Alors, je reviens juste comme ça sur quelques-unes de nos démarches. Celles qui concernent les stimulations précoces, dans les immunitaires précoces dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. Donc le rôle protecteur du fait d'avoir été exposé très jeune dans la première année à des infections banales et avoir été mis en collectivité tôt, avoir été plutôt d'être né par voie basse, plutôt le fait que la césarienne pré-travail a été considérée comme un facteur de risque, c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faudrait le dire, ou les contacts avec les animaux. Et puis des travaux sur l'asthme. Alors pourquoi je souligne cette question-là comme étant une des questions vraiment importantes sur lesquelles on a travaillé? D'abord parce que les leucémies aiguës lymphoblastiques, il faut bien voir que ce sont des cancers qui touchent les lymphocytes, c'est vraiment directement la réponse immunitaire. Donc on est là dans un modèle où on a la cellule elle-même qui est atteinte, mais où en plus elle a la gentillesse d'être complètement circulante. Et on a pu, grâce à cette, dans le cadre de cette maladie, commencer, c'était la première pour laquelle on a mis en évidence un début très natal des maladies, en retrouvant, après la survenue de la maladie, donc 10 ans, ce qui avait été émis 10 ans avant dans le cadre du buvard de Guthrie, et retrouver un certain nombre de transcrits de fusion qui déjà s'exprimaient et déjà étaient présents, et dont quelques-uns allaient se transformer au cours d'un deuxième événement génétique. Donc en fait, simplement toute cette réflexion et toute cette information accumulée sur ce qui se passait au début par la privation d'infections banales précoces ou la survenue secondaire d'infections a été extrêmement riche pour étayer cette hypothèse-là que maintenant on retrouve régulièrement, et on arrive à retrouver à quelles étapes les différents transcrits apparaissent, et maintenant les anomalies épigénétiques qui ont contribué à la survenue de la leucémie. Donc là, bien sûr, je peux dire aussi qu'on a un petit terrain qui est celui du Covid et qui nous permet aussi d'avoir un peu d'expérimentation en cours, évidemment, sur la période de confinement et les survenues d'infection. Et puis sinon, bien sûr qu'il y a des travaux qui sont faits, qui sont intéressants par Audrey sur la compréhension des interférences entre l'asthme et les infections qui, toutes les deux, sont liées sont dans le cadre de la théorie hygiéniste, et pourtant l'asthme est aussi négativement lié à la leucémie. Là, j'aborde maintenant des aspects qui concernent déjà beaucoup plus souvent tous les cancers, puisque ce que je vous ai dit était quand même bien spécifique d'un type indifférencié de leucémie. Là, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment ce qui peut se passer, quelques facteurs environnementaux qui, en fait, apparaissent dans beaucoup de cancers. Alors, c'est notamment le cas des pesticides. Mais quand je dis pesticides, je ne dis pas pesticides, je dis les expositions déclarées, l'utilisation déclarée de pesticides ou la présence de cultures à côté, etc. Et cet amalgame éventuellement d'informations peut trahir un manque de connaissances qui est encore assez important, même si on a de plus en plus d'expertise auxquelles Stéphanie, par exemple, a participé il y a 2 ans. Alors là, dans notre expérience, les premiers travaux, c'était vraiment clair que chaque fois l'utilisation de pesticides était observée dans les leucémies, tumeurs cérébrales, les neuroblastomes, les néphroblastomes, les lymphomes. On l'a observé à chaque fois, et on n'est vraiment pas les seuls. Il y a vraiment une convergence. Mais qu'est-ce qu'on mesure? On n'est pas complètement sûr de ce qu'on mesure. Et est-ce qu'on le mesure bien au bon moment? Est-ce que c'est bien pendant la grossesse? Est-ce que c'est en prénatal? Comme ça semble être le cas. Et pour essayer d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus précis, pas soumis à des questions de volonté de participer aux enquêtes, on a mis en place les études qui sont systématiques à partir de notre registre national où, depuis 2002, tous les enfants toutes les résidences sont géocodées, à la fois pour les enfants malades et pour des enfants témoins chaque année.
et géocodé très précisément et mis en regard de cartographies diverses qu'on construit avec des modélisations, avec des experts de chaque domaine. Et là, le point d'après, après aussi avoir pu observer que les enfants qui vivent dans des communes où la densité de vignes est plus importante, on a pu montrer que dans un buffer de 1 kilomètre de rayon, on avait vraiment une augmentation bien sûr assez discrète d'incidence de 5% pour chaque 10% d'augmentation de la densité de vigne, à la fois dans le risque de leucémie aiguë lymphoblastique et à la fois dans le risque de neuroblastome. Là, ce sont les thèses de Mathieu et de Daniel. Et tout en montrant par contre que là on ne retrouvait rien dans les rhabdomyosarcomes, les rétinoblastomes et les néphroblastomes. Donc ça c'était une étape vraiment importante et qui maintenant est suivie par la nécessité d'évaluer l'exposition aux pesticides qui correspond à toute cette présence de culture à côté, parce que on avait commencé par la vigne qui est quand même une culture pérenne avec énormément d'exposition. Et donc là maintenant il y a tout un travail qui est fait aussi avec Aurélie d'Anjou et qui permet de refaire le travail d'attribution, de réaffectation, d'exposition en fonction des lieux, des périodes, etc. Et tout ça c'est sous la direction de Stéphanie Goujon maintenant. Donc, peut-être ajouter aussi que là aussi, on a d'autres travaux dans lesquels on essaie de trouver vraiment une signature épigénétique qui permettrait évidemment de pouvoir retrouver la trace un jour de l'exposition aux pesticides, même une fois que l'enfant a passé plusieurs années et est passé sous chimiothérapie, etc. Le deuxième domaine sur lequel je voulais faire un focus, c'est celui des expositions au trafic routier. Là aussi, on avait fait des premières analyses dans lesquelles on avait pu bénéficier de cartographie de l'ADEME qui était essentiellement basée sur NO2 et PM10. Et là, on a pu bénéficier de modèles qui sont des modèles de land use location qui sont faits par des Suisses qui utilisent énormément d'informations à l'échelle européenne. Et on a deux travaux qui sont en cours. D'une part, à la naissance, où Aurélie d'Anjou a montré une augmentation aussi du risque de leucémie de l'enfant chez les enfants qui sont plus exposés au PM2,5, qui sont vraiment un marqueur d'exposition à la fois au trafic et éventuellement à la pollution industrielle ou au chauffage central. Et puis, au diagnostic, c'est le travail de Charlotte à l'heure actuelle qui, en fait, reconfirme les travaux sur une plus grande période et avec une évaluation beaucoup plus fine des expositions, ce lien qu'on avait observé avec les leucémies aiguës myéloblastiques. Et on va essayer de faire un travail beaucoup plus fin sur certaines régions dans lesquelles les données sont beaucoup plus précises et répétées. Donc là aussi, on fait des échelles et on espère comme ça combler le manque d'informations et le besoin de savoir. Alors pour situer quand même, je reviens à mon petit cluster où il y avait 2, 3 cas, 10 cas, une fois que les populations arrivent à élargir aux communes voisines et où ils ont l'incrimination de l'exposition à côté. Là, on travaille, pour mémoire, sur plus de 40 000, selon les fois, entre 40 000 et 80 000 témoins et autour de 10 000 cas. Donc, on est quand même sur des données sur lesquelles on a vraiment une bonne précision d'exposition et des effectifs importants pour pouvoir apporter des réponses. Alors, ça, c'est ce que je vous ai montré, c'est des travaux GeoCap qui sont donc dirigés maintenant par Stéphanie et puis avec plusieurs personnes qui sont ici. Et puis évidemment, on a beaucoup de collaborations avec des experts de toutes sortes qui sont marqués là. Le dernier, c'est une erreur là, voilà.
Le dernier point aussi sur le pourquoi, sur l'étiologie dans lesquelles on a eu besoin aussi d'apporter des informations à la décision, c'est sur les enfants qui sont nés par aide médicale à la procréation. Et là, on voit bien qu'avec les données dont on dispose ordinairement, on a fait dans plusieurs études cas témoins essayer de retrouver des descriptions précises de ce qui était le trajet de la mère, et puis on a tout le temps des sélections. Est-ce qu'on sélectionne bien les enfants de la bonne façon? Donc on a essayé de le faire, on est allé voir la NSM et Epifar, et on a essayé de le faire donc à partir des données du SNDS, et c'est ce qu'on a fait donc en partant de 8 millions de naissances, et en reconstituant des algorithmes pour retrouver qu'est-ce que c'est l'aide médicale à la procréation par linkage entre les données des mères et des enfants, essayer de voir avec le délai de réimplantation, parce que les actes sont présents, si c'est des embryons frais ou des embryons congelés qui sont réinjectés, et puis en même temps des algorithmes qui essayent de réidentifier les cas de cancer, évidemment avec moins de précision qu'on ne le fait dans le registre, mais de façon un peu robuste. Et ce qu'on a observé, c'est une augmentation du risque de leucémie pour les enfants qui ont été conçus par FIV, en fait. Donc ça, c'était là aussi un travail qui est enrichi par le fait qu'on a pu bénéficier de données non sélectionnées et où malheureusement on n'a pas pu avoir de croisement avec le registre. Un deuxième aspect qui est nôtre, c'est les effets long terme, c'est le survivorship. C'est une deuxième question majeure qui tourne autour de ces petits, c'est qu'est-ce qu'ils deviennent après. Ils ont des traitements qui sont extrêmement lourds et dont on connaît la toxicité majeure, soit en chimiothérapie, soit en radiothérapie. Et ils vont ensuite, quand ils survivent, vivre leur vie d'adolescent, puis de jeunes adultes et d'adultes, avec les conséquences de ces traitements qui vont s'installer. Donc se pose la question, d'une part, de suivre de façon systématique et de connaître systématiquement quels sont les effets de ces traitements. Beaucoup sont connus, mais les connaît-on tous, et les seuils auxquels on imagine la toxicité sont-ils valides? Mais en tout cas, les schémas thérapeutiques vont changer tout au long dans les périodes qui viennent, et elles changent tout le temps, et on a toujours besoin de cette réévaluation. Et on a besoin aussi de savoir comment aider les personnes à faire les dépistages qu'il faut pour ces traitements, et puis connaître leur santé, savoir aussi comment ils ont besoin d'être aidés éventuellement sur d'autres aspects que les aspects uniquement effets secondaires des traitements. Puisque c'est quand même un traumatisme complètement majeur. Pour information, les leucémies donc, qui ont vraiment un pic sur 2-3 ans, donc on tombe dans ma crèche de tout à l'heure, crèche ou école maternelle, c'est des enfants qui sont traités pendant 2 ans avec des traitements qui sont extrêmement, extrêmement durs. Donc, du point de vue traumatisme et risque sur le long terme, on peut juste se représenter les choses. Et c'est là qu'on a aussi senti qu'il y avait un grand besoin d'information, et c'est pour ça qu'on s'est lancé. On a commencé juste en arrivant ici, donc il y a un peu moins de 10 ans pour nous, puisqu'on était 1 an après, à recueillir les données pour une cohorte systématique qui est branchée sur le registre et qui permet, notre registre national, et qui permet d'avoir de l'information la plus détaillée possible et la plus fiable sur tous les traitements qui ont été fournis, sur la façon dont les enfants ont répondu aux traitements, au moins en première ligne, et s'il y a eu des survenues de rechute dans les 5 années qui ont suivi. Et puis pour ça, on bénéficie des données de radiothérapie directement, et puis de l'appariement SNDS, et puis de données de questionnaires. Donc maintenant, c'est Claire Poulalon qui orchestre tout ça. Et maintenant, ces données sont accessibles directement dans France Cohorte, pas le SNDS, mais qui est sur le portail. Donc là, de ce point de vue-là, on voit bien qu'on n'a pas encore des réponses à apporter, mais qu'on a construit l'outil sans lequel je ne vois pas comment on peut avoir, sans le reconstruire à chaque fois, des réponses à ces questions qui sont majeures. Donc nous, voilà, c'était le choix de cet investissement énorme. Je donne un petit exemple quand même d'un des travaux qui se veut un peu plus interventionnel, qui a été développé donc dans
par Claire Berger et Léonie Casaranda dans l'équipe, et qui sont dans lequel l'idée c'est, elle est pédiatre, oncopédiatre à Saint-Étienne, Claire, et l'idée c'était, grâce aux traitements qui sont enregistrés dans notre cohorte, on peut savoir si certains seuils ont été dépassés, donc on peut donner des modules généraux d'information, mais aussi des modules spécifiques des risques encourus par la personne en fonction de son problème, qu'il s'agisse du cœur, du rein, ou de problèmes d'ostéoporose, etc. Donc il y a une administration randomisée, pour le moment c'est l'étude de faisabilité qui a été faite, et beaucoup de médecins ont participé à ces MOOC qui sont de l'information. Et à court terme, il semble que l'information est bien passée, qu'à long terme, ce soit encore plus flou. Donc, il y a un travail à faire pour en faire une vraie étude d'intervention. Là, c'est l'équipe, en fait, qui travaille aussi sur le registre. Il y a peut-être tout le registre, mais voilà, mais surtout toutes les personnes qui sont impliquées dans la constitution de cette cohorte et de ces informations sur le devenir à long terme des enfants, avec un énorme effort de tout le monde. Lucie Vignon, qui est responsable de toute la collecte des contrôles de qualité, fait un travail complètement énorme pour arriver à ces données-là. Puis voilà, puis tout le monde en fait. Alors j'ai malheureusement pas fait la diapositive de fin, mais s'il y a des personnes qui n'étaient pas représentées, c'était involontaire, j'ai oublié de la mettre, mais vraiment, c'est un travail collectif qui a énormément fonctionné. Malheureusement, il y a des personnes qui ne sont plus là et que je ne peux pas remercier. Voilà. Merci beaucoup, Jacqueline. Bravo.